Bonjour Hélène Frade. Alors, Bonjour, à la une de la presse, évidemment, les premières réactions à cet accord entre Washington et Téhéran. Un accord de paix, dites-vous, ou plutôt un accord pour prolonger le cessez-le-feu et rouvrir le détroit d'Ormuz. D'après Dawn, le quotidien pakistanais cite le Premier ministre Shehbaz Sharif sur une signature officielle prévue le 19 juin. Le site américain Axios précise que les négociations sur le nucléaire iranien devraient suivre dans un second temps et prévient d'emblée que le déminage, la réparation des infrastructures et la nécessité de sécuriser le détroit d'Ormuz pourrait aussi prendre pas mal de temps. Le Financial Times, le quotidien britannique, parle d'une trêve de circonstances pour le président Trump sur l'Iran, très loin de ses promesses de capitulation sans condition de la République islamique. Et du côté, enfin, de la presse iranienne, la question d'un éventuel accord, vous le voyez, n'est même pas évoquée à la une du Tehran Times, le quotidien officiel, qui dénonce les bombardements israéliens d'hier sur Beyrouth avec le feu vert américain. Le quotidien officiel soutient que l'Iran fait désormais partie des nouveaux architectes de la région et ironise sur le soi-disant lion rugissant américain, le nom de l'opération américano-israélienne lancée en février, qui s'est avérée, je cite, une souris gémissante. Et on voit du coup que c'est la prudence qui domine, car les obstacles à la paix, Hélène, sont nombreux. Le Wall Street Journal qui évoque une avancée potentiellement majeure, soutient il y a 3 points qui vont être à surveiller de près ces prochains jours. D'abord, on l'a évoqué, la réouverture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran, la levée du blocus américain et surtout l'arrêt des bombardements israéliens contre le Liban. Et c'est certainement ce dernier point qui risque d'être le plus problématique. Le quotidien libanais, L'Orient le Jour, voit Netanyahou prêt à tout pour torpiller l'accord irano-américain. Le quotidien israélien Haaretz juge également peu probable que les termes d'un accord soient compatibles, je cite, avec les promesses extravagantes de Netanyahou d'anéantir les ayatollahs, d'autant que le Premier ministre israélien, qui est confronté à une pression électorale croissante, semble déterminé, je cite toujours, à déverser son désespoir sur Trump, sur Téhéran et sur le Moyen-Orient dans son ensemble. Les jusqu'au-boutistes, c'est évidemment toute la question, l'emporteront-ils ? D'après The Guardian, la question se pose aussi côté iranien. Le quotidien britannique fait état de la colère des tenants de la ligne dure à Téhéran, qui oppose une résistance farouche à tout accord avec les États-Unis, présenté d'ailleurs comme une capitulation. Alors cet accord qui a été notamment salué par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie. Le Figaro qui considère le mémorandum annoncé comme une défaite pour Trump indique que le Moyen-Orient devrait dominer l'agenda du G7 qui débute aujourd'hui, avec la nécessité du côté de Donald Trump de s'assurer du soutien international pour mettre en œuvre ce cessez-le-feu. La Repubblica, le quotidien italien, annonce un G7 sous l'égide de la diplomatie spectacle d'Emmanuel Macron, qu'il aurait conçu comme une double scène, avec d'un côté l'Hôtel Royal, le grand complexe d'Évian qui reçoit aujourd'hui les dirigeants mondiaux sous la protection de milliers de policiers, et de l'autre, le château de Versailles, choisi pour un dîner en grande pompe mercredi soir avec le président américain, un dîner qui lui offrira une forme de conclusion sur mesure dans une tentative de sceller un rapprochement transatlantique. Mais le projet est accueilli avec pas mal de scepticisme du côté de la presse américaine. Les réunions du G7 incarnaient autrefois les efforts déployés pour préserver l'ordre diplomatique mondial. Celle de cette année, en proie au chaos et divisée par Trump, symbolise la fragmentation, analyse le New York Times. Et pas très loin, de l'autre côté du lac Léman, les réactions au non au référendum d'hier qui proposait de plafonner la population en Suisse à 10 millions d'habitants. L'initiative de l'extrême droite pour limiter davantage la population et l'immigration a été refusée par près de 55% des électeurs suisses, au grand soulagement du temps, satisfait que la Suisse, je cite, ne se soit pas laissée prendre par la xénophobie et le repli. Satisfaction également de
Public qui évoque un sursis, mais précise que ce non n'est pas un oui au statu quo, que tous en Suisse, de la droite à la gauche, reconnaissent la nécessité d'agir sur l'immigration. Pour la Tribune de Genève, les résultats d'hier constituent même un avertissement très clair aux autorités pour dire qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il va falloir trouver le moyen de faire baisser la grogne d'une grosse minorité en Suisse. Alors un mot pour terminer, Hélène, du côté du mondial, côté coulisses ou plutôt côté mode. Impossible pour moi de rivaliser avec le talent de nos formidables chroniqueurs sportifs à France 24 qui vous font vivre ce mondial 24 heures sur 24. Aussi, je vous propose d'explorer la compétition à travers un domaine que je maîtrise un peu plus, côté mode, côté chiffon, avec Le Figaro Madame qui décerne le trophée de l'équipe la plus chic de ce mondial, décerné aux léopards de RDC, des léopards en léopard, c'est logique, avec l'interview du créateurs de leurs costumes à retrouver d'ailleurs sur notre site France 24. Beaucoup de fantaisie vestimentaire, mais pas capillaire, paraît-il. Cette année, d'après l'équipe, c'est sobriété côté cheveux. L'audace d'un Paul Pogba en 2018 me rendrait presque nostalgique avec ce joli dégradé bleu-jaune. Merci à vous, Hélène Frade.